Ferrier, Dr. Dano et Dr. Primo, bienvenue. Vous avez 15 minutes pour faire votre présentation, suivre un échange avec les membres de la Commission. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous vos noms et vos titres, et vous avez les prochaines 15 minutes pour votre présentation. Vous m'entendez bien? Parce que ma voix ne porte pas beaucoup, mais je pense que... Alors, je vous remercie de nous avoir invités. Je m'appelle Catherine Ferrier, je suis médecin de famille et professeure adjointe de médecine familiale à l'Université McGill. Je travaille depuis 30 ans dans une clinique de gériatrie. Alors, je vois des gens qui commencent à perdre l'autonomie à cause d'une démence ou à cause d'une atteinte physique. C'est un moment très angoissant de la vie d'une personne. Et j'ai été témoin plusieurs fois devant les tribunaux pour des cas d'abus, des cas de chicane de famille autour du parent âgé, souvent motivé par l'argent. Et je constate toujours la grande vulnérabilité de ces personnes. Alors, je vous présente mes collègues. Dr. Serge Dano est médecin et chercheur à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame du CHUM. Il est professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il fait des recherches internationalement reconnues sur la souffrance en relation avec les services de santé. En octobre 2012, il a fait une tournée des milieux belges francophones où se pratique des euthanasies. Le Dr. François Primo est gérontopsychiatre et membre du comité d'éthique de la recherche à l'Hôtel-Dieu de Lévis et professeur agrégé de clinique à l'Université Laval. Il compte plusieurs années d'expérience clinique et d'enseignement en gérontopsychiatrie et en éthique. Nous sommes ici au nom de tous les médecins ordinaires qui sont très inquiets du sort de leurs patients si le projet de loi 52 est adopté. Lors de la commission Mourir dans la dignité, nous, on ne comprenait pas pourquoi, en voulant parler de comment améliorer les soins des patients en fin de vie, le Collège et le gouvernement ont sauté directement à l'euthanasie, presque sans passer par toutes les autres interventions qu'il y a à faire. Augmenter l'accès aux soins palliatifs, améliorer les soins dans les hôpitaux et en longue durée, former mieux le personnel en santé sur les soins et les décisions en fin de vie. Tuer un patient est beaucoup plus facile que le soigner, que parler avec lui et sa famille de ses craintes et tout faire pour que sa fin de vie soit paisible. C'est plus facile que guérir le système de santé. C'est plus facile et moins cher que rendre des soins palliatifs disponibles à tous ceux qui en ont besoin, qu'humaniser les soins de longue durée. Nous, médecins, nous savons à quel point une personne peut devenir vulnérable et influençable quand elle est malade, qu'il est inévitable qu'une fois légale, il y aurait des euthanasies sans consentement réel, avec un consentement motivé par la crainte, par la pression de tierces personnes, par un sens de culpabilité d'occuper un lit dans un hôpital quand il en manque tellement, d'être un poids sur les personnes de la famille. Beaucoup de médecins sont allés à la commission exprimer ces craintes. La grande majorité des médecins qui sont allés à la commission s'opposaient à l'euthanasie. Seulement 3 ou 4 étaient en faveur, à part les dirigeants du collège et des fédérations. On ne nous a pas écoutés. Le rapport de la commission n'a tenu compte ni de l'opinion des médecins, ni de celle du public. 60% des soumissions étaient contre l'euthanasie. On nous disait que les membres de la commission étaient unanimes sur les conclusions, mais des 15 commissaires qui ont commencé, seulement 9 ont signé. On entend dire que tout le Québec est en faveur, sauf une petite bande de fanatiques. Le FMSQ est même venu ici dire que seulement les extrémistes religieux sont contre ce projet de loi. Ce n'est pas vrai. La grande majorité des personnes qui font la promotion de ce projet de loi ne sont pas médecins. Parmi les médecins qui parlent au nom du collège et des fédérations, plusieurs travaillent peu ou pas en médecine clinique, et surtout pas en médecine dans le soin des patients vulnérables, fin de vie, âgés, etc., comme nous soignons. Le Dr. Barrett est radiologiste. Le Dr. Yves Robert travaille temps plein pour le collège. Il ne voit pas les dangers. Des médecins en soins palliatifs, 90% s'opposent à l'euthanasie. Et ils sont ceux qui savent le plus sur ce qui se passe en fin de vie et qui voient plus clairement les risques. Le collectif de médecins est né en 2012. En réaction à cette réalité, on a rédigé un manifeste qui résume notre vision des soins en fin de vie sans euthanasie. Nous sommes maintenant près de 600, de tous les âges, de tous les domaines de la médecine et de tous les coins du Québec. Je trouve ça énorme. Les médecins n'ont pas l'habitude de signer des pétitions. Plus de 10 000 citoyens québécois non médecins ont signé pour appuyer notre manifeste. Vous avez la liste de ces gens-là. Dans un article publié dans la presse il y a 2 semaines, le Dr. Balfour Mount, le fondateur des soins palliatifs au Québec, et 2 autres spécialistes reconnus en soins palliatifs ont posé la question suivante. Si nous avions pour projet de construire un pont
et que 90% des ingénieurs pensaient que sa conception était dangereuse, cela provoquerait l'indignation du public. Alors pourquoi le projet de loi 52, auquel s'oppose une grande majorité des intervenants en soins palliatifs, ne soulève-t-il pas la même indignation? Nous avons hésité beaucoup avant de venir ici aujourd'hui. On s'est dit, est-ce qu'on nous écoutera maintenant, alors qu'on a tout dit sans être entendu? Mais nous avons finalement décidé de suivre le processus démocratique jusqu'au bout. J'espère que vous avez l'esprit ouvert et la volonté de faire ce qui est dans l'intérêt réel des Québécois âgés et malades. J'espère que vous prendrez au sérieux votre responsabilité. Je vous demande d'abandonner ce projet de loi et de remplacer par une loi pour garantir l'accès aux soins palliatifs et aux soins de qualité en fin de vie. Et si vous tenez absolument à la proposer et à la débattre, au moins que ce soit un vote libre pour tous les membres de l'Assemblée nationale, pour que chacune puisse décider selon sa conscience dans une chose de si grande portée. Merci. Bonjour. Dan Bigra, que tout le monde connaît, écrivait récemment « La souffrance est sale. On ne la soigne plus, on la nettoie ». Tout ce que je voudrais qu'on retienne de ma courte allocution aujourd'hui est que si ce projet de loi est adopté tel qu'il est, la preuve sera faite qu'on veut nettoyer notre société de cette souffrance sale que nous ne voulons plus collectivement accompagner jusqu'au bout. L'appui au projet de loi ne peut pas être éclairé, à mon avis, car la définition des termes importants y est manquante, ce qui ouvre la porte à toutes les interprétations possibles, tout en semant une confusion délétère, autant dans la communauté médicale que dans la population en général. D'abord, le titre même du projet soulève des interrogations. On comprend à la lecture du texte de loi que soins de fin de vie n'équivalent pas à soins palliatifs. C'est sans doute pourquoi on confond l'aide médicale à mourir avec les soins palliatifs, en opposition flagrante avec la définition des soins palliatifs de l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle ceux-ci n'accélèrent ni ne retardent le moment naturel du décès. Aussi, l'absence de définition de l'aide médicale à mourir pose un énorme problème, même s'il est clair que cela correspond à l'euthanasie. Elle peut s'expliquer par la volonté du législateur québécois de soustraire cette loi à l'application du Code criminel canadien, mais on comprend à la lecture de l'article 63 qu'il s'agit d'administrer le médicament ou la substance permettant d'obtenir l'aide médicale à mourir, ce qui revient à dire de pratiquer l'euthanasie d'une personne. Si le droit de toute personne d'obtenir l'euthanasie est consacré dans le projet de loi, le droit d'obtenir des soins palliatifs est assujetti, à l'article 5, aux limites des ressources humaines, matérielles et financières des établissements, ce qui va signifier dans les faits qu'il n'y aura pas davantage de soins palliatifs aux personnes qui le requièrent, autre que cet accès à l'euthanasie. L'euthanasie coûte quelques dollars, alors que les soins palliatifs entraînent des coûts de personnel et d'infrastructures qui sont loin d'être négligeables. C'est pourquoi j'affirme que ce projet consacre la marginalisation des soins palliatifs, pour ne pas dire leur disparition progressive. D'ailleurs, les patients qui souhaitent être euthanasiés refusent souvent les soins palliatifs. Si l'Assemblée nationale vote cette loi, le message sera clair pour tous les citoyens. Il constituera certes une réponse non équivoque à tous ceux qui se questionnent sur la valeur de leur vie lorsque celle-ci est traversée par la souffrance inévitable. Nous avons noté dans le projet que le malade n'a pas à être atteint d'une maladie terminale pour profiter de l'euthanasie, mais plutôt d'une maladie grave et incurable. Ainsi, toute maladie grave sans possibilité de guérison pourra justifier l'acte euthanasique, en autant que le malade estimera éprouver des souffrances physiques ou psychiques insupportables. Rappelons que dans les pays permettant l'euthanasie, le refus d'euthanasie est exceptionnel, 5%. Le projet de loi québécois va plus loin, cependant, qu'en Belgique ou en Hollande, dans le sens que la demande peut être formulée par un tiers sans que celui-ci ait démontré qu'il n'a pas d'intérêt matériel au décès de la personne. Cette disposition peut assurément donner lieu à d'injustifiables abus. D'ailleurs, les rapports des juristes sont formels. Chaque année, au Québec, il se commet dans notre réseau de santé plusieurs centaines de milliers d'erreurs médicales. Comment peut-on avoir la naïveté qu'il n'y aura jamais d'erreur dans la pratique de l'euthanasie?
C'est le médecin et non pas le juge qui doit s'assurer du caractère libre de la demande d'euthanasie et garantir qu'elle ne résulte pas de pression extérieure. Comme les pressions extérieures sont souvent subtiles ou occultées, et comme les médecins n'ont aucune formation pour apprécier ce critère, on peut s'attendre à ce que la majorité refuse de jouer ce rôle, comme c'est d'ailleurs le cas en Hollande et en Belgique. Quels que soient les résultats des sondages électroniques, qui, je le rappelle, je parle des politiciens, n'ont pas de valeur statistique, la plupart de ceux appuyant la dépénalisation de l'euthanasie ne la pratiquera pas. L'interdiction d'homicide, même par compassion, appartient à la conscience morale commune à toutes les cultures et à toutes les époques. Elle ne doit pas être confondue avec la religion. D'ailleurs, tous les médecins euthanasistes que j'ai rencontrés en Belgique ont insisté pour affirmer haut et fort que cet acte est le plus difficile qu'ils aient pratiqué dans toute leur vie. Dr Luc Sauveur, qui est un euthanasiste important en Belgique, a même ajouté que donner la mort à un patient constitue la violence la plus terrible dont il a été témoin. Je termine et j'aimerais rappeler en terminant que les propos du docteur Dominique Lessignol, qui est un promoteur important de l'euthanasie en Belgique, qui affirmait, et je cite, « Le patient, lorsqu'il fait une demande d'euthanasie, est en général bien contrôlé pour ses douleurs. » Et on comprend bien. Si vous imaginez que quelqu'un qui a mal et qui me demande « Docteur, aidez-moi à mourir, j'ai trop mal » et que j'accède à sa demande sans traiter sa douleur, je commets une faute professionnelle majeure. Si l'Assemblée nationale du Québec vote ce projet de loi alors que des milliers de Québécois terminent chaque année leur vie dans la douleur non soulagée par manque de services et manque de formation des professionnels de santé, de l'avis même du docteur Lessignol, on commettra alors une faute majeure. Dr. Primo. Le Code d'éthique de l'Académie américaine de médecine de la douleur s'oppose à l'euthanasie qu'elle définit comme l'administration intentionnelle d'une substance létale pour causer la mort, comme le reconnaît le dernier mémoire du Collège en page 5. Donc, j'utiliserai le mot euthanasie. Cependant, le projet de loi crée le néologisme « aide médicale à mourir », qui est sans aucune validité reconnue dans la littérature scientifique, ce qui cause un profond malaise dans la profession médicale, car l'euthanasie demeure un homicide selon le Code criminel. Ceci accentue aussi la confusion parmi le public. On veut justifier l'euthanasie pour des souffrances, je cite, physiques ou psychiques constantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées. Mais comme médecins, nous savons qu'il n'existe pas de définition scientifiquement acceptée par la littérature pour la souffrance physique insupportable en fin de vie. Il en existe encore moins pour la souffrance psychique. Ces impasses logiques invalident d'un point de vue scientifique toute démarche dans le sens d'une légalisation de l'euthanasie, à moins de vouloir avaliser à peu près n'importe quel motif exprimé subjectivement par le patient pour lui donner la mort. Comme médecins, nous savons aussi qu'une fois aboli l'interdit de tuer, la confiance réciproque à la base de la relation patient-médecin est ébranlée, sans parler de l'effet néfaste sur la psyché du médecin qui donnerait la mort de façon préméditée avec l'aval de la loi. L'euthanasie désensibilise le médecin face à l'acte de donner la mort et le place en conscience dans une situation de souffrance éthique, car il est tiraillé entre la bienfaisance accompagnée sans acharnement thérapeutique et l'autonomie, mettre fin à la vie du patient sur demande, sans parler des pressions sociales exercées sur lui. Comme médecins, nous savons aussi que le projet de loi n'offre que l'illusion du contrôle, du choix et de la dignité. Au-delà de l'acte lui-même, l'euthanasie est principalement une défense symbolique, donnant l'illusion du contrôle, du choix et de la dignité pour contrer la terreur insupportable devant l'inévitabilité de la mort. Moi, je suis le troisième, vous savez. Je vais implorer votre bienveillance, quand même. Ce n'est pas vaincre la mort que de la devancer. Rien ni personne ne peut efficacement contrôler la mort. Le médecin décidera quand et comment le patient mourra. Paradoxalement, l'autonomie supposée absolue du patient devient le tremplin du renforcement du paternalisme médical. Le médecin pose le diagnostic d'incurabilité, valide la douleur insupportable, décide de l'aptitude, remplit les formulaires pré- et post-mortem et procède à donner la mort. Quel choix est vraiment libre, surtout dans le contexte du choix de sa propre mort?
Choisir de mourir est toujours illusoire, car un tel choix n'est qu'un acte symbolique face à la réalité implacable. Nous allons tous mourir. L'euthanasie n'est pas le contrôle de la mort, mais l'acte ultime de capitulation face à la mort. Et en quoi prendre le contrôle, entre guillemets, recevoir l'euthanasie donne à la mort sa dignité. La mort détruit la personne, source de dignité. Le mourant, lui, est toujours un vivant, une personne avec la dignité et le respect dû à tout être humain du fait qu'il est humain, comme dit Paul Ricoeur. Vous savez peut-être qu'en 2009, l'ONU a épinglé les Pays-Bas à cause du taux élevé d'euthanasie qui s'y font. L'ONU, je cite, « Tout se déroule donc comme si la légalisation augmentait la permissivité et la tolérance envers l'acte euthanasique, à la fois chez les médecins et chez certains malades. Bref, une fois institutionnellement et officiellement approuvée et pratiquée, l'euthanasie développe sa propre dynamique et résiste à toutes les procédures de surveillance censées la contenir. » Je vais peut-être être un des rares psychiatres qui va être devant vous dans cette phase de l'audience, un des rares. Alors, sur le plan psychiatrique, nous craignons une instrumentalisation des psychiatres selon le piège de la double allégeance, loyauté envers le patient, tâche confiée par l'État. Il n'existe pas de critères scientifiquement reconnus pour évaluer l'aptitude spécifique à consentir à recevoir la mort à sa demande. Je pourrais avoir vos questions là-dessus. Les conséquences sociales sur les patients avec des maladies psychiatriques ou avec la démence sont à redouter dans le contexte où ces personnes souffrent déjà de la stigmatisation dans notre société. Les cas d'euthanasie augmentent chaque année pour ces deux types de malades aux Pays-Bas. Nous craignons que nos patients vulnérables fassent les frais de ces choix de société. Et je conclus par deux citations. Comme l'ont dit en 2012 Claude Evin, ministre socialiste de la Santé de Michel Rocard de 88 à 91 et le professeur Puy-Basset de la Pitié-Salpêtrière, légaliser l'euthanasie veut dire qu'il s'agit en pratique d'exiger du personnel soignant qu'il donne activement la mort, c'est-à-dire qu'il arrête le cœur du malade pour traiter sa souffrance. C'est en réalité un geste d'une grande violence qui n'apaise pas la fin de vie des patients et de leurs proches, mais qui, au contraire, multiplie les deuils pathologiques et génère une division des équipes soignantes. Nommons les choses par leur nom. Se prononcer en faveur de l'euthanasie consiste désormais à vouloir légaliser l'injection létale de barbiturique et de curare pour bloquer la respiration. Ce que l'on présente comme une idée progressiste qui pouvait encore faire illusion dans les années 70, lorsque les moyens de lutte contre la douleur étaient limités et les médecins souvent enfermés dans la toute-puissance, l'euthanasie est un concept devenu archaïque. Fin de la citation. Un ministre de la Santé qui dit ça. Tuer n'est pas un soin. Tuer le patient, même à sa demande, est une faute éthique grave dans une société qui se veut civilisée. Merci beaucoup de votre écoute. Merci pour la présentation. Maintenant, pour le premier bloc du mouvement, Madame la ministre. Oui, alors bonjour à vous trois. Je suis très heureuse que, malgré vos réticences, que je peux comprendre, que vous ayez accepté de venir ici. On apprend à se connaître. Docteur Danou, on commence à bien se connaître. On s'est vu quelques fois. Et je sais et je connais tout à fait votre opposition. Mais je pense que c'est important de poursuivre le dialogue. Même si on ne part pas de la même prémisse. Mais je pense qu'il y a certainement des choses quand même qui nous rassemblent avec ce projet de loi-là. Et c'est pour ça que je vous trouve, je vais vous le dire d'entrée de jeu, je vous trouve très dur sur la question des soins palliatifs, comme si notre seule obsession, c'était de mettre fin à la vie de tout le monde et qu'on ne veut pas humaniser, améliorer la fin de vie des gens. Alors que je pense qu'il y a une intention très claire dans le projet de loi et dans les gestes qui ont été posés aussi, par notamment des investissements supplémentaires en soins palliatifs, un travail colossal qui se fait en ce moment avec toutes les agences du Québec, avec chez nous aussi au ministère pour améliorer l'accès aux soins, qui, ceci dit, n'est pas si catastrophique que certains veulent le laisser entendre, qui quand même atteint beaucoup de gens au Québec. Alors, c'est certain que sur ce point-là, du moins, dans la mesure où vous pouvez lire une sincérité dans le projet de loi, que je vous demande de lire parce qu'elle est bien réelle, je pense qu'on a un point commun, c'est celui de vouloir mieux accompagner, développer davantage les soins palliatifs, les rendre beaucoup plus disponibles à domicile, c'est une grande priorité.
et s'assurer que les gens en fin de vie peuvent avoir le meilleur accompagnement possible et les meilleurs remèdes à leur douleur et à leur souffrance, parce qu'il y a la douleur, mais aussi la souffrance. Donc, ça, je pense que j'imagine que sur cet aspect-là, si vous estimez qu'il y a une certaine sincérité, on pourrait être d'accord. Par ailleurs, j'ai pas le choix de vous poser la question. Vous savez, on a commencé la semaine dernière et il y a eu une grande unanimité des ordres professionnels. Ce matin, on a eu la protectrice du citoyen. C'est quand même pas rien. C'est pas quelqu'un qui se gêne pour donner des avis, qui est venue nous dire qu'elle estimait que le juste équilibre avait été trouvé entre le droit à la vie, l'autodétermination et la protection des personnes vulnérables. Elle a même dit que l'ensemble des dispositions du projet de loi reflétaient un souci pour la protection des personnes vulnérables. Jumelé à ça, des sondages d'opinion que vous remettez en doute, mais je vous soumettrai que plus le débat a avancé, plus les sondages d'opinion, l'appui à une ouverture à l'aide médicale à mourir a augmenté, avec des définitions de plus en plus précises, des concepts qui séparaient les soins palliatifs, la sédation palliative, l'aide médicale à mourir. Donc, ma question, en fait, c'est la suivante. Je peux tout à fait concevoir qu'il y a des médecins pour qui, compte tenu de leurs valeurs, je ne parle pas juste de valeurs religieuses, je parle d'un ensemble de valeurs, ne puissent pas vouloir donner l'aide médicale à mourir. Je peux tout à fait le concevoir. D'ailleurs, on prévoit un mécanisme qui fait que toute personne qui a une objection de conscience va pouvoir référer et n'aura pas elle-même à référer le patient. Mais je me dis, comment vous pouvez dire que vous jugez mieux de la situation et de ce qui est acceptable ou non, quand on a des ordres professionnels dont la mission à tous les jours est de protéger le public. C'est très grave ce que vous nous dites parce que vous remettez en cause, en fait, le Collège des médecins, son rôle, tout ça, c'est quand même... Et le Collège des médecins, il travaille à tous les jours pour la protection du public. Les associations de médecins, l'Association médicale du Québec. Donc, je me dis, pourquoi c'est vous qu'on devrait écouter? Vous nous faites part de votre point de vue de médecin, et je l'entends très bien, mais il y a beaucoup d'autres qui sont venus, qui représentent des médecins, qui sont l'ordre qui protège le public. Pourquoi tous ces avis-là ne seraient pas bien enlignés et que c'est le vôtre qu'on devrait écouter? Dr. Ferrier. Je dirais d'abord que, comme j'ai dit, que les gens au collège, c'est pas les gens qui soignent les patients. Les autres ordres, je sais pas qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans la vie de tous les jours. Quand on parle d'équilibre dans ce projet de loi, les critères, presque tous mes patients réuniraient les critères pour avoir droit à se faire tuer par ce projet de loi. Alors, tout le monde dit que c'est très restrictif, que c'est juste un petit nombre et tout ça. Et pas seulement qu'il réunit les critères, mais je vois parfaitement qu'il pourrait se faire convaincre. J'ai des gens qui, par exemple, se font convaincre de changer leur testament, de changer leur mandat d'inaptitude. Ils ne sont pas nécessairement inaptes, mais ils sont vulnérables et dépendent de l'affection des gens qui les entourent. Pour moi, ce projet de loi pour mes patients, ce serait une catastrophe. Et c'est ça que je vois dans la vie de tous les jours. Je pense que mes deux collègues, c'est la même chose. Il n'est pas du tout équilibré. 90% des médecins soins palliatifs s'opposent. Vous dites, bon, il y a tout ce monde-là qui est pour et vous autres, vous êtes vous êtes contre. Mais l'Association médicale mondiale vient de se répéter sa position contre. L'Association médicale canadienne, bon, le Québec, c'est une société distincte, mais c'est les mêmes gens, c'est les mêmes maladies, c'est la même situation. Moi, je vois qu'il y a une illusion de consensus, mais il n'y a pas de consensus. Mes collègues à qui je parle tous les jours, ils sont pas pour ça. Vous avez les dirigeants des organismes qui sont venus, mais il n'y a pas d'autres groupes de médecins ordinaires comme nous qui sont venus vous dire oui, faites-le. Je pense que c'est une illusion ce que vous dites là. Il n'y a pas de consensus. Dr. Dano. Oui, c'est sûr que on est dans un processus démocratique.
Alors, moi, je suis tout à fait capable d'assumer toutes mes marginalités et j'espère que c'est un lieu où on peut les exprimer. Les collèges, le collège, les fédérations, en effet, se sont positionnés. Et d'ailleurs, ont initié le débat. Hein, faut pas, ça a commencé par le collège en 2006. Alors, nous, on est tout à fait contre cette position qui, dès le départ, a assimilé l'acte euthanasique à un soin. Et on se pose la question, très sincèrement, de quels sont les motifs, au fond de tout ça. D'abord, les fédérations médicales ou les associations médicales. Et c'est pas facile de venir dire ça ici parce que on sait qu'on a pas mal de boulot à abattre ensuite sur les réseaux sociaux. Les gens sont pas très gentils envers nous parce qu'on supporte pas qu'on dise non, on peut pas faire ça. Pour la question des soins palliatifs, l'annonce de 15 millions au mois de mai au Congrès, où nous sommes rencontrés, en effet, moi, je peux pas dire que c'est pas une bonne chose. J'en suis très heureux. Mais je ne peux pas dire non plus que la majorité des Québécois en fin de vie ont les soins qu'ils devraient recevoir. Et si la solution euthanasique est mise au devant, ben on assiste probablement à quelque chose où il n'y a même plus question de choix. Je donne un exemple. Il y a 2 semaines, il y a une entrevue à Radio-Canada qui parle d'un réalisateur important qui est atteint de la maladie de Lou Gehrig et qui, son épouse a eu les 6 semaines de congé de compensation. C'est quand même pas beaucoup pour une maladie comme ça. Elle doit retourner au travail et les services qu'il reçoit du réseau public, c'est un bain par semaine, c'est 10 heures de soins. Je pense que devant une maladie comme celle-là, nous n'avons pas, à l'heure actuelle où on discute de ça, les soins requis pour assurer le bien-être de ces malades. Dr. Primo. Merci. Moi, je répondrais, Madame la ministre parle d'un accès quand même assez favorable ou convenable aux soins palliatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, il n'y a pas de lit de soins palliatifs. Il y a une équipe médicale qui tient comme consultant, qui essaie de donner des consultations, mais avec des ruptures de service. De peine et de misère à Lévis, pour 125 000 habitants, on a créé, il y a 1 an et demi, à peu près 7 lits de soins palliatifs. Alors, dans mon évaluation à moi, c'est pas satisfaisant. Aussi, moi, je suis gérontopsychiatre et moi, je me suis impliqué dans ce débat-là en pensant à mes patients psychiatriques et mes patients âgés souffrant de démence. Et dans le moment, pour ces patients-là, nous n'avons pas les ressources nécessaires. Nous avons des patients hospitalisés en soins aigus de gérontopsychiatrie qui doivent recevoir un meilleur encadrement dans des soins de longue durée. Il n'y a pas de place, même il y en a un soin de longue durée dans le moment qui ne peut pas en accueillir parce qu'il n'y a pas de médecin pour prendre en charge ces patients-là. Et aussi, il y a une dichotomie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ne peut pas avoir plus que 65 ans et avoir des problèmes psychiatriques. Alors, 65 ans et plus, ça, c'est des patients avec démence qui vont dans les CHSLD. Soins de santé mentale, là, des ressources particulières, ça va jusqu'à 65. Autrement, c'est extrêmement compliqué de trouver des ressources appropriées pour nos patients. Alors, pour des pathologies courantes qui couvrent un grand nombre de patients vulnérables, on est loin actuellement d'avoir les ressources nécessaires et la progression démographique du vieillissement n'est pas arrivée et le pourcentage afférent de démence qui se manifestera proportionnellement non plus. Et on est dans la conjoncture financière que vous connaissez, puisque vous faites les comptes pour tout ce qui dépend de la santé des services sociaux. Alors, on peut avoir des graves préoccupations à ce sujet-là par rapport aux patients qui souffrent non seulement en fin de vie de problèmes oncologiques, mais moi, je pense aussi aux patients avec la démence et aux patients psychiatriques, et j'en suis très préoccupée parce qu'ils souffrent déjà d'une grande stigmatisation dans la société. Et je vous donne un exemple concret. J'étais de garde à la fin août, et une personne dans la cinquantaine a dû être admise pour un trouble de personnalité en désorganisation avec une psychose, dans un cas de détresse humaine, à moitié nue, criant très fort, etc., comme certains patients peuvent présenter une détresse humaine dans ces conditions-là. Elle a été admise à l'urgence. Je l'ai évaluée. Et un peu plus tard dans la journée, j'ai entendu la réflexion suivante d'un urgentologue senior qui m'a dit « François, tu sais, dans le fond,
Pour ces patients-là psychiatriques en grande détresse, l'euthanasie, ce serait une bonne chose. En conclusion, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, je crois que c'est une remarque, cette remarque-là, tout à fait inappropriée, parce que l'euthanasie, c'est pas la réponse à des patients psychiatriques qui ont besoin de soins appropriés. Et j'ajouterais aussi, je déplore beaucoup le néologisme d'aide médicale à mourir qui accentue la confusion, alors qu'un projet de loi devrait avoir une vertu pédagogique de clarification, et l'expression soins de fin de vie hétéroclite qui recoupe des réalités qui n'ont pas d'affaire à être regroupées sur le même vocable. Le projet de loi accentue la confusion et vous dites pourquoi on devrait nous écouter, parce que, en tout cas, moi, je suis sur le terrain. Depuis 3 ans, je suis impliqué dans ce sujet-là. Ça fait 30 ans que je fais de l'éthique et je l'enseigne. Je parle à mes collègues médecins et aux patients et aux familles et les gens sont dans la confusion. Alors, je voudrais dire à Madame la ministre que les gens sont dans la confusion, même après tout le processus. C'est une confusion que je trouve qui s'accroît. Alors, si je me fais au premier bloc du gouvernement, le premier bloc de l'opposition officielle, Madame la députée de Gatineau. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Je pense que la ministre a mis le doigt sur la question en disant que votre point de vue est important. Et c'est important de pousser la réflexion, puis de participer au processus et non de laisser, d'abdiquer. Votre rôle ici est très important parce que justement, en début, en remarque préliminaire, on l'a mentionné, qu'il existait une panoplie de points de vue sur cette question-là qui est extrêmement délicate. Et puis, certains d'entre nous, ici autour de la table, n'avons pas participé à toutes les séances de la commission sur le mourir dans la dignité. On n'a pas eu ce privilège-là d'entendre tous les groupes, toutes les opinions, y compris l'opinion contraire. Et donc, votre participation aux travaux de la commission est extrêmement importante pour permettre à tout le monde, justement, d'avoir l'autre point de vue. Et lorsqu'on est à l'intérieur d'un débat démocratique, c'est l'autre point de vue est très important. Alors, je tiens à vous remercier. J'aimerais, vous avez abordé toute la question des mots, du choix des mots dans le projet de loi. Je comprends très bien où vous vous situez quant au projet de loi 52. Pour vous, l'aide médicale à mourir devrait être complètement exclu et le projet de loi modifié. Je vous ai peu entendu parler de la sédation palliative terminale parce que ce qu'on a entendu, c'est que dans les unités de soins palliatifs, la sédation palliative était administrée, faisait partie d'une pratique qui était administrée. Et j'aimerais vous entendre sur cette question-là. Je comprends, l'aide médicale à mourir, pour votre collectif, vous l'assimilez à l'euthanasie. De façon, vous dites, pour nous, c'est l'euthanasie, peu importe les mots et peu importe la définition que certains pourraient lui donner. Pour nous, dans notre, puis vous me corrigerez si je me trompe, dans notre perception du projet de loi, c'est de l'euthanasie et on n'est pas en accord, on est contre ça. Mais je ne vous ai pas entendu parler beaucoup de la sédation palliative, puis j'aimerais connaître votre point de vue parce que beaucoup de vos membres œuvrent en soins palliatifs. D'ailleurs, j'ai eu la chance de m'entretenir avec certains d'entre eux qui sont dans la région de l'Outaouais, donc, mais j'aimerais vous entendre sur la question. Est-ce que c'est le Dr. Dano? Je pense que c'est le Dr. Dano qui peut répondre à cette question le mieux. L'exemple de la sédation palliative dite terminale dans le projet de loi, c'est un terme qui est utilisé. C'est un exemple, ça, pour moi, de mauvaise information du public. C'est antipédagogique. Parce que, d'abord, le mot n'existe pas en soins palliatifs. On va parler de sédation palliative, mais on ne dit jamais sédation palliative terminale. En quoi ça consiste? En fait, on évolue de plus en plus maintenant vers le terme, même, on parle même plus de sédation, parce que ce qu'on cherche, c'est pas la sédation, c'est le soulagement du malade. Donc, on appelle maintenant ça l'anxiolyse. On va donner des médicaments au malade jusqu'à temps qu'il soit
confortable. Alors, un malade qui est confortable, mais qui est encore capable d'entrer en contact avec ses proches, on ne dit pas que c'est un patient sédationné. Donc, moi, ce terme-là ne nous convient pas du tout, les gens de soins palliatifs, parce qu'on trouve que ça laisse entendre qu'en soins palliatifs, nous étirons un processus dans le but de donner la mort, ce qui est absolument contraire à toutes les pratiques que j'ai vues. On ne fait pas ça. Même les sédations dont vous parlez sont généralement réversibles et elles sont renversées parce que des patients qui peuvent devenir extrêmement anxieux et une fois qu'ils ont été comme sous des médicaments, là, j'ai pas besoin de donner les noms, là, mais des médicaments qui les calment, après 2 jours, ils reviennent et puis ils sont moins anxieux, la situation s'est corrigée. Et le projet de loi, pour moi, a un danger extrêmement important parce que, comme il introduit une nouvelle notion qui est étrangère à nos pratiques et avec un paquet d'obligations, ça peut avoir l'effet contraire que celui qui est recherché. Moi, je ne pense pas que le législateur veut du mal. Hein? On n'est pas d'accord, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Je veux dire qu'on va alourdir le processus et ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'il y a des patients qui ne seront pas soulagés. À temps. Parce que dans certains cas, en soins palliatifs, il y a urgence et il faut travailler vite. Et je pense que les médecins qui pratiquent... Et c'est important, la question que vous posez, parce que j'entends beaucoup de mes collègues, moi, qui ne font pas de soins palliatifs et qui assimilent ce que nous faisons, par exemple, dans des détresses, à l'euthanasie. Je l'ai entendu très souvent, ça. Puis de gens, là, des gens très compétents, par ailleurs. Alors, je pense qu'il faut absolument dissiper cette chose qui est tout à fait contraire à nos pratiques. Madame la députée de Gatineau. On a beaucoup insisté la semaine dernière sur la question des définitions, justement, parce qu'il semblait pas, en tout cas, j'étais pas sous l'impression que dans le monde médical, même à l'intérieur de vos collègues, on s'entendait sur ce qu'était l'aide médicale à mourir, sur ce qu'était la sédation palliative terminale. Je pense que vous me le confirmez. Et donc, votre son de cloche est important. J'aimerais aussi vous entendre, le projet de loi codifie le droit ou l'accès. Et la protectrice du citoyen allait même jusqu'à suggérer que ce soit un accès gratuit, là, que ce soit bien précisé, aux soins de fin de vie qui incluent les soins palliatifs. On a eu plusieurs débats. Je sais qu'il y a des avancées qui se sont faites au cours des dernières années, tout gouvernement confondu, pour l'amélioration des services et de l'accessibilité aux soins palliatifs. J'aimerais obtenir votre point de vue sur l'accessibilité qui pourrait être accordée, sur la disponibilité des soins palliatifs sur le territoire, que ce soit à domicile, que ce soit dans des résidences ou que ce soit à l'intérieur des centres hospitaliers, parce que il y a toute une offre de services qui est là. Et je pense qu'il y a une volonté, et la ministre l'a réaffirmé très clairement, là, de bonifier et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'offre de services. Donc, quelle est votre évaluation de cette offre de services-là aujourd'hui, le 24 septembre 2013? Dr. Deno. Écoutez, moi, j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans à domicile sous le pont Jacques-Cartier. Et il y a 20 ans, pour cette population-là, l'accessibilité aux soins était supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe spécialisée, il n'y a plus d'équipe dédiée. J'ai quitté parce que il y avait un roulement de personnel absolument extraordinaire. Donc, dans ce lieu-là, et je pense que c'est un peu partout à travers le Québec, même si je crois que certaines populations plus rurales sont mieux desservies, la desserte, les services effectivement accordés aux personnes, elle est moindre. Il n'y a plus de médecins qui se rendent à domicile. Les infirmières qui y vont ne sont pas dédiées. Je vous explique rapidement. Une infirmière dédiée, c'est une infirmière qui a une formation
et qui a une formation continue pour faire ce travail-là auprès des mourants, ça n'existe plus dans ce lieu en question que je veux pas identifier ici. Donc, oui, il y a des avancées, oui, il y a de la bonne volonté, oui, il y a eu de l'argent, mais ce qui reste à faire est tellement important que je considère que d'aller dans le sens que le projet de loi 52 va, c'est pratiquement suicidaire. Si met fin au premier bloc de l'opposition officielle, alors pour le gouvernement, le dernier bloc, un bloc de 8 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, sur la question des soins palliatifs, je dois dire que je suis quand même très étonnée de ce que vous me dites, parce que quand on regarde les chiffres, en 10 ans, le nombre de lits dédiés est passé de 300 à près de 800. On est à 736. Ça, c'est les lits dédiés. Par ailleurs, il y a eu des maisons de soins palliatifs qui sont nées un peu partout. Les gens en parlent beaucoup plus. Il y a des équipes de première ligne. Est-ce que toutes les équipes sont interdisciplinaires, dédiées, ne font que des soins palliatifs? Non. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce qu'on devrait avoir des équipes plus spécialisées éventuellement? Oui, et nous y travaillons très fort. Mais on voit quand même dans nos données que 51% des gens qui sont susceptibles de devoir requérir des soins palliatifs à domicile en reçoivent à domicile. Est-ce que c'est parfait, la parfaite intensité, l'équipe interdisciplinaire parfaite? Je ne dirais pas que tout est parfait. Moi, je pense que la perfection, difficilement atteignable. Mais les choses me semblent être vraiment sur la bonne voie parce que vous ajoutez à ça les maisons de soins palliatifs, les lits dédiés. Et si vous me dites, est-ce que ça prend absolument des unités dédiées? Moi, je vais vous dire non, je pense pas. Je pense que ça prend des gens qui sont bien formés, qui savent c'est quoi les soins palliatifs, puis qui accompagnent correctement les gens. C'est pour ça qu'on en fait une priorité au ministère, tout domaine confondu, la formation en soins palliatifs pour la prochaine année. Donc, c'est pour ça que ce que vous me dites me surprend beaucoup. Et ce qui me surprend aussi beaucoup, c'est la question de la sédation palliative. Dans les auditions qu'on a eues, les gens de soins palliatifs sont venus nous dire qu'il y avait 2 formes de sédation palliative. La sédation palliative intermittente, où on peut endormir quelqu'un et voir peut-être 24-48 heures après si ça va mieux, mais qu'il y avait aussi la sédation palliative continue ou terminale. On employait les 2 mots. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a des cas, et Michel Sarrazin est venu nous dire que de 5 à 6% des gens qui sont chez eux ont des souffrances réfractaires telles que c'est la seule voie. Donc, on sédationne le patient, on le plonge dans un état d'inconscience jusqu'à ce que le décès arrive. Alors, que là, vous me disiez que ça n'arrive pas, je suis surprise, fait que je vais vouloir vous entendre là-dessus. Mais surtout, moi, je veux que vous me disiez qu'est-ce qu'on fait avec les gens. Je comprends que pour le médecin, puis ça, je veux vous le dire, puis je tiens à vous le dire. Je comprends que pour les médecins, puis les médecins de soins palliatifs, il y a quelque chose de difficile à accepter là-dedans. Je le comprends parfaitement. Vous êtes formés pour apaiser les douleurs et les souffrances. C'est ça votre mission. C'est ça votre rôle. Donc, c'est sûr qu'il y a un échec ou il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous quand il y a quelqu'un qui ne voit pas ses souffrances ou ses douleurs apaisées ou qui, malgré tout, dit qu'il veut mourir, qu'il veut en finir. Je le comprends parfaitement au même titre où un chirurgien qui rate une chirurgie cardiaque, ça doit être dramatique. Fait que ça, je ne veux pas que vous pensiez que je ne saisis pas bien ça. Mais du point de vue du patient, de la personne qui souffre en fin de vie, quelle réponse on peut lui apporter? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Parce que, oui, on en a eu des gens qui sont venus et ces gens-là sont venus nous témoigner de situations où la très grande majorité des gens étaient en soins palliatifs. Et on n'arrivait pas à les soulager. Et donc, ces gens-là, oui, demandaient lucidement de mourir, comme on a des gens encore qui prennent la plume. Monsieur C, qui a donné une entrevue récemment, qui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis en soins palliatifs, mais je souffre. » Moi, je me dis, la perspective du médecin est importante, mais la perspective du patient, qui est le mieux placé que le patient lui-même pour dire « Moi, je souffre, je suis en fin de vie. » Et ça, c'est très important. Quand vous dites que tous vos patients se qualifieraient, je me dis, tout le monde nous dit que les critères sont stricts. Il y en a beaucoup qui nous disent c'est trop strict, il faut aller plus loin. Il faut que tous les critères soient là, mais que la personne soit en fin de vie.
c'est une balise fondamentale. Donc, je me dis, quand on est dans la perspective de la personne qui souffre, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'il faut qu'elle endure ses souffrances pour un plus grand bien. Dr. Primo? Moi, je vous dirais, c'est intéressant parce que dans toute la discussion, on n'entend pas parler du tout des facteurs psychologiques. Avez-vous remarqué ça? Depuis tantôt, il n'y a pas eu une question. Moi, je vous dirais que dans la littérature, ce qui ressort, c'est que les gens veulent mourir en fin de vie, pas d'abord pour des douleurs physiques, des questions d'anxiété, de dépression, perte d'espoir, perception d'être un fardeau, perception de perdre la dignité. C'est très intéressant. Les études de la chaire de recherche en soins palliatifs qui était au Manitoba, je suis allé à Winnipeg au mois de mai, rencontrer le Dr. Shoshinov, nous disent que souvent les éléments importants, c'est les changements d'apparence ou la dépendance face à autrui. Et comme vous savez, bien, la dépression, il y en a de 20 à 50 % dans les soins palliatifs, elle est traitée dans 3 % des patients en fin de vie, plutôt, je devrais dire, elle est traitée dans 3 % des cas seulement. Et les gens en dépression sont de 4 à 5 fois plus susceptibles que d'autres de demander l'euthanasie. Alors, il y a vraiment un gros problème là de formation aussi, puis de reconnaissance d'une souffrance existentielle aussi, qui n'est pas juste une souffrance physique, parce que vous faites allusion à des modalités comme la sédation palliative que mon collègue vous a commenté tantôt, mais il y a tout un aspect de reconnaissance de la souffrance au niveau de l'anxiété, de la dépression, qui sont des pathologies traitables. Mais par contre, je vais vous rappeler, comme je l'ai fait aux consultations publiques, qu'en Hollande, depuis 1994, la dépression majeure est une condition acceptée pour demander l'euthanasie. Puis je comprends que vous, comme ministre, vous fassiez allusion à des balises, mais la véracité des faits dans les deux législations qui ont légalisé l'euthanasie en 2002 nous montre que 10 ans après, les balises n'existent plus. Et puis quand même, c'est une commission de contrôle qui est comme en Belgique, par exemple, mais la commission de contrôle que vous proposez en Belgique, en 10 ans, n'a référé aucun cas à la justice pour réévaluation d'une demande. Ça fait qu'on peut se poser beaucoup de questions à propos des balises. Puis par contre, il y a tout un état de fait dans la réalité de souffrances psychologiques qui ne sont pas prises en compte ou auxquelles on s'adresse mal. Puis il y a un gros manque de formation dans le diagnostic, dans le traitement, puis dans la formation des intervenants au niveau de la psychologie. Ce n'est pas seulement au niveau de la souffrance physique. Et puis aussi de l'accompagnement des proches, parce que vous comprenez, je parle souvent pour les patients avec la démence, souvent le patient avec la démence, le patient lui-même, semble, de l'extérieur, vivre ça plus ou moins bien. Mais la famille est très souffrante de voir son père ou sa mère être dans un état qu'elle ne reconnaît plus. Alors, vous comprenez que considérer l'aide à la fin de vie ou l'euthanasie pour soulager les souffrances du proche, ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut s'adresser à cette souffrance-là aussi, mais on l'entend, puis j'ai des cas concrets d'histoires cliniques que je pourrais vous rapporter où c'est ça la demande. Tel et tel enfant n'en peut plus de voir son père ou sa mère avec une démence, et on peut le comprendre. Donc, on demande de mettre fin à cette vie-là, mais vous comprenez que ça ne peut pas être une valeur dans une société démocratique. Il faut s'adresser à la bonne souffrance, à la bonne place, avec les bons intervenants. Et puis là, on commence à avoir des intervenants formés en première ligne. Je veux juste finir aussi pour dire à la ministre et à l'ancien ministre de la Santé combien on manque d'intervenants formés en première ligne au niveau des troubles gérontopsychiatriques pour les problèmes cognitifs puis les problèmes de dépression dans le troisième âge qui ne ressemblent pas nécessairement aux problèmes de dépression dans l'adulte. Alors, on a un grand déficit aussi d'intervenants formés, compétents, qui peuvent accompagner le patient et la famille. Alors, vous comprenez qu'il y a tout un travail à faire, c'est ça, mon étonnement de praticien dans la vie courante, avant d'arriver à l'injection de barbiturique puis de curaire, comprenez-vous? Alors, moi, c'est ça mon étonnement de voir qu'il y a tellement de besoins concrets, qui ne reçoivent pas leur réponse dans le moment et qu'on prenne tant de temps pour s'intéresser, quoique la souffrance et la détresse humaine est là, à des cas qu'on nous présente comme étant si exceptionnels, alors que dans la réalité concrète de ma vie quotidienne, je suis ligoté pour pouvoir agir. Dans beaucoup de cas, j'ai les mains ligotées parce qu'on manque de ressources concrètes pour tant de patients. Alors ça, pour moi, c'est une grande interrogation. Et puis, on dirait que
qu'il y a vraiment des personnes qui sont ignorées, puis les personnes en CHSLD, moi j'appelle ça le quart monde. Et j'ai l'impression qu'on les ignore dans tout ce processus-là, qu'on ne prend pas leur souffrance en compte. Même les familles, parfois, s'en désintéressent parce que c'est trop souffrant de considérer ces gens-là qui sont abandonnés dans notre société. Mais qu'est-ce qui arrivera plus tard quand là, la personne âgée de 80 ans a 6 enfants, mais dans 20 ans, la personne âgée de 80 ans aura 1 ou 2 enfants, ou peut-être pas du tout, cet enfant-là habitera à Vancouver. Comprenez-vous la souffrance et l'abandon de ces personnes-là? Je ne sais pas si les gens qui sont assis dans les fauteuils de députés sentent ça, parce que nous, les praticiens, on le vit à la journée longue, cette souffrance-là. Ceci me fait le bloc du gouvernement. Maintenant, pour l'opposition officielle, Madame la députée de Sénat. Docteur Primo, Docteur Ferrier, Docteur Dano, Docteur Primo, je pense que je comprends la souffrance que vous avez aujourd'hui pour avoir visité plusieurs CHSLD. Je voudrais peut-être m'adresser au Docteur Dano, que je connais, que j'apprécie beaucoup. Et chez vous trois, j'ai senti aujourd'hui, et figurez-vous pas que aujourd'hui, vous n'avez pas votre place. Au contraire, on parle de vie humaine, on parle d'être humain, et c'est important d'en débattre et d'écouter les opinions. J'ai senti, Docteur Dano, beaucoup de souffrance aussi à l'intérieur de vous. Une souffrance par rapport à ce sujet-là, probablement par rapport au fait que vous accompagnez des personnes en fin de vie depuis tant d'années, que vous avez vu aussi. Beaucoup de souffrance. J'ai posé la question la semaine dernière à un évêque. Est-ce que les patients en fin de vie vous disent vouloir terminer leur vie? Comment ça se passe entre vous et le patient au moment là, de la fin de vie, là, quand ces personnes-là sont si malades, si souffrantes? C'est quoi votre relation? Moi, je travaille en soins palliatifs où il n'y a pas d'euthanasie, donc je ne pourrais pas parler de ce qui se passe, mais je suis allé en Belgique, par contre. Je parle de vous, de votre pratique avec vos propres patients qui sont malades quand vous les accompagnez en soins palliatifs. Quand le malade est accompagné, mes malades, les malades de mon équipe, je ne travaille pas tout seul, parce que ça serait pas bien. La fin de la vie que je vois, puis je me suis fait des statistiques il n'y a pas longtemps, là, c'est plusieurs milliers de personnes. Ça se termine presque toujours extrêmement doucement. Ces patients sont soulagés, sont soulageables des douleurs physiques et ils sont heureux de vivre ce qu'ils ont à vivre lorsqu'ils sont confortables avec leurs proches. La majorité, lorsqu'ils sont aimés, et c'est la majorité des patients, heureusement, qui sont aimés, ne veulent pas mourir. Ils veulent rester en vie le plus longtemps possible et être en contact avec leurs proches. Et je peux vous dire, il y a toujours une histoire d'horreur qu'on peut sortir du chapeau, là. Mais c'est exceptionnel. C'est pour ça que moi, je me questionne énormément sur cet engouement collectif. En Belgique, il y a 58% des députés qui ont voté pour la loi, 42% qui ont voté contre. Et là, j'entends que tout le monde est d'accord au Québec, les ordres viennent, ils sont d'accord, etc. Ça ne ressemble pas à ma réalité de tous les jours avec mes patients. Ce n'est pas comme ça. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puis l'autre élément de la souffrance et du désir de mort, je suis convaincu que cette analogie est fausse. J'ai vu des patients souffrir, avoir des cratères dans le corps, etc., et ne jamais réclamer quoi que ce soit pour écourter leur vie. Et on sait que des patients qui, avant même que le diagnostic soit posé, vont dire « si jamais ça m'arrive, je veux l'euthanasie ». Alors, je trouve que cette association-là, souffrance et désir de mourir, il faut y faire très attention. Dr. Primo. Oui, je pourrais juste répondre. Je m'appliquerais la même question que vous venez de faire, qui n'est pas une pratique de soins palliatifs, une pratique géronto-psychiatrique. Oui, j'ai eu des patients âgés avec dépression majeure qui sont, lors de l'admission, qui m'ont dit « Moi, docteur, donnez-moi une piqûre pour en finir ». Ils sont en dépression majeure. Alors, vous comprenez que je ne suis pas pour leur dire « Tendez-moi le bras ». Je vais vous donner une injection de barbiturique, suivie d'un paralysant musculaire, puis 5 minutes après, vous allez être décédé.
Alors, ces patients-là sont évalués. Alors, j'évalue ces patients-là, parfois des patients psychotiques qui ont des délires en plus. Alors, avec le traitement approprié, bien, ces gens-là, en général, quand ça va bien, au bout de quelques semaines, 2, 3, 4 semaines, dépendant des possibilités de facilité de traitement, bien, on les revoit, leur état clinique est amélioré et ils n'ont plus du tout ces demandes-là dans l'esprit. On a ces demandes-là quotidiennement comme psychiatre de garde à l'urgence aussi. Monsieur le député Jean Talon. Bon, c'est un sujet qu'on pourrait parler des heures de temps, mais j'aimerais faire un commentaire. Premièrement, c'est important de vous écouter et puis on reçoit très bien votre discours. D'ailleurs, le danger d'une loi comme celle-là, c'est que tout le monde vient et on dit toute la même chose, puis à la fin, on se rend compte qu'on a fait une erreur. C'est pour ça qu'il faut écouter tous les points de vue et c'est le principe de l'éthique. On a différents points de vue et autant vous faites des témoignages qui, pour moi, sont très émouvants, autant on va avoir des gens qui vont venir faire des témoignages qui vont demander, eux autres, à avoir le droit, le choix. Et c'est là que c'est important, quand on est ici, d'entendre tous les gens pour qu'après ça, en tant que législateur, on puisse, si on passe la loi, mettre les bonnes balises, écouter également les remarques que vous nous faites, ou si à un moment donné, le discours peut changer, puis on peut décider de ne pas passer la loi. Ça, je peux vous dire que dans notre parti, on a pris la décision de laisser le vote libre. Ce ne sera pas un vote unanime à l'Assemblée nationale, ça, je peux vous l'assurer. Il va représenter probablement le pouls de la population. J'ai même des députés qui viennent me voir, qui me disent aujourd'hui, je ne sais pas encore, puis on nous a demandé des documents, puis ils veulent savoir comment ils vont voter. Et c'est une loi qui, si elle passe ou qu'elle ne passe pas, qui est important de discuter. Par contre, ce qu'il faut accepter, c'est l'opinion des autres. Autant il y en a qui veulent défendre des positions comme vous faites parce que vous avez vécu ça avec les personnes. Puis moi, je comprends la question de la personne qui est déprimée, puis c'est ça qu'on veut protéger. Quand on dit on ne veut pas que quelqu'un, à un moment donné, dans un état aigu, dise « moi, je veux mourir », puis on y accorde rapidement. Il faut y avoir des balises pour protéger. Sauf qu'à la fin, il y a des gens, toute conscience, ils savent ce qu'ils veulent, et dans leur idée, eux autres, ils aimeraient avoir le choix lorsqu'ils vont arriver à ce moment-là. Un exemple, sur Rodriguez. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on va en faire la discussion. Comme législateur, on va être capable de mettre en place, je pense, les bonnes choses, mais au niveau de la société, ça ne fait pas l'unanimité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous remercier, parce que si tout le monde vient dire, puis c'est bon, c'est bon, c'est bon, moi, je vous dirais, il faut se poser des questions, est-ce qu'on a fait une bonne loi? Donc, on écoute les ouvertures, on peut essayer de convaincre les autres, mais il faut accepter aussi que l'autre a un point de vue qui peut être différent, et comme législateur, on va devoir respecter les différents courants de pensée. Puis l'autre affaire, pour terminer, il y en a qui ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient qu'on aille très rapidement, qu'on accorde tout. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je pense que la société est évolutive, et contrairement à ce qu'on pense, la société, à un moment donné, peut revenir en arrière dans certaines décisions. Ça, on le verra au cours des prochaines années. Mais aujourd'hui, il faut faire la discussion par rapport à ce projet de loi, mais surtout, des gens comme vous, venez, laissez-vous entendre. D'ailleurs, on veut parler avec la ministre. Il y a des groupes qui veulent se faire entendre. Pour ou contre, on doit leur offrir la possibilité de venir ici, parce que la seule chose que je me refuse, c'est de laisser parler les gens. Et la seule chose que je m'oblige, c'est de les écouter. Dr. Ferrier, il reste seulement 2 minutes. Oui, c'est ça. Je voudrais dire très rapidement que ce qu'on propose avec ce projet de loi, c'est pas une petite chose. C'est de lever l'interdit à l'homicide qui existe dans toutes les sociétés occidentales depuis des siècles et le lever seulement pour le groupe des patients vulnérables. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que pendant les 2 minutes qui restent, j'aimerais que vous écoutiez le Dr. Dano parler de ce qu'il a vécu en Belgique parce que c'est vraiment très frappant. Si vous acceptez, oui, en effet, en Belgique, moi, j'ai visité des milieux où se passent des euthanasies et les gens m'ont raconté comment ça se faisait. N'oublions pas, là, que c'est pas quelque chose qui est cousu de fil blanc. Souvent, les patients, parce que en moyenne, c'est 6 mois avant la fin naturelle de la vie, et il y a des médecins ici, vous savez bien que 6 mois avant qu'on meure, on est encore très vivant. Hein? On marche, on mange, etc. Et c'est là que les injections sont faites. La personne parle à ses proches, le médecin injecte et la mort survient immédiatement après, dans l'espace de 5 minutes. Alors, c'est une réalité qui est au-delà du discours philosophique, qui est important, je l'entends, mais c'est au-delà de ça. Et c'est de ça dont on parle, au fond. On est tous d'accord avec les soins palliatifs. On est tous d'accord avec le soulagement de la souffrance. Mais la loi, c'est ça qu'elle introduit, en propre.
parce que le gouvernement a édicté une politique en 2004, qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, qu'il y a des maisons qui s'ouvrent, etc. Oui, on est tous d'accord avec ça, mais c'est de l'injection létale à la demande du patient dont il est question, et c'est la décision que vous allez prendre comme Parlement. Merci. Alors, si vous fin de ce bloc, le deuxième groupe d'opposition, Madame le député Groux. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous trois de votre présence. Je tiens aussi à souligner que je pense qu'on est tous ici pour entendre toutes les opinions et avec la même neutralité qu'on se doit comme législateur. Et on est ici pour entendre vos points de vue, pour avoir des éclaircissements. Et moi, je vous le dis en toute honnêteté, on chemine à chaque jour, d'heure en heure. Et je suis la première à vous dire, et j'ai la même formation médicale que vous, je pratique encore, on est confronté comme médecin, effectivement, dans notre formation, à prodiguer des soins, à guérir autant que se peut, mais à confronter aussi à la mort qui fait partie de notre quotidien. Et je vous dirais que, bien évidemment, quand on parle des gens qui acceptent de l'aide médicale à mourir et qui nous la demandent, dans notre pratique, c'est difficile. De la même façon que lorsqu'une personne âgée, et ça, je le vis de plus en plus parce que avec le vieillissement de la population, de la même façon que lorsqu'on est confronté à une personne âgée qui nous dit, sans être déprimée, tout à fait consciente, qui nous dit « Bon, mais moi, j'ai atteint 80, là. Vous allez me lâcher. » Mais ça, on entend ça régulièrement dans nos bureaux, ceux qui pratiquent encore. Moi, il est hors de question que vous allez commencer à me chercher un cancer, à me chercher une maladie. Je veux plus que vous me cherchiez pour me traiter. Alors, et cette réalité-là, on la vit au quotidien. Par contre, ces gens-là, on leur permet de refuser d'investigation parce qu'ils ont atteint un certain âge, parce qu'ils ont et ce ne sont pas des gens qui sont déprimés là. Ce sont des gens qui ont 80 ans, qui disent moi j'ai fait ma vie là, puis j'en demande pas plus, mais je veux surtout pas qu'on me trouve une maladie. Et on n'est pas formé à ça non plus. On a l'habitude de questionner, d'avoir des symptômes et de dire bon, on va chercher ce qui donne ces symptômes-là. Et on a à cheminer avec ces patients-là, puis dans toute liberté, finalement, on les accompagne, puis on arrête l'investigation selon leurs choix et leurs demandes. Alors, aujourd'hui, on a à répondre à des gens qui nous demandent, et là, je parle pas des gens qui sont nécessairement en fin de vie, là, je parle des gens qui sont souffrants, oui, mais qui ont déjà réfléchi à ce que pourrait être leur fin de vie. Et pourquoi ces gens-là, on leur refuserait l'aide médicale à mourir différemment finalement de ce qu'on accepte des personnes âgées, de ne plus investiguer pour ne plus les soigner et leur trouver finalement une recette là, ou un traitement à leur maladie. Alors c'est sûr que c'est difficile et la ligne est mince où on arrête dans cette démarche-là et jusqu'où on laisse chacun de nous la liberté de choisir. Dans le fond, le projet de loi vient permettre la liberté à un patient de choisir sa fin de vie. Alors, on le permet dans certains cas. Pourquoi on le refuserait dans l'aide médicale à mourir? Je veux vous entendre là-dessus. Et comme je vous dis, je suis pas, je suis neutre par rapport à toutes les réponses qu'on entend depuis le début de la commission. Dr. Ferrier, il vous reste seulement 1 minute. Je pense que ces deux actes que vous décrivez, c'est deux choses complètement différentes. C'est tout à fait normal, une personne très âgée qu'on n'investigue plus à un moment donné, pas seulement parce qu'il est tanné, mais parce que si on trouve le cancer, il ne va pas survivre à l'opération. Et c'est les limites de la médecine, c'est les limites de l'humanité. Entre ça et dire « je vais te donner la mort », c'est complètement différent et ça, c'est pas la vocation du médecin. Si vous voulez le légaliser, faites-le faire par quelqu'un d'autre qui ne soit pas des médecins, parce que c'est pas ce qu'on doit faire nous autres. Et je pense que depuis toujours aussi, il y a une différence éthique complètement entre ces deux actes.
Moi, j'aurais dit la même chose. C'est tout à fait... Le projet de loi, d'ailleurs, c'est un grand défaut aussi, moi, je trouve. On a récusé la notion d'intentionnalité et on a confondu le retrait de soins avec l'acte de donner la mort. Alors ça, pour moi, c'est des fondements de confusion qui font que l'édifice est vicié. Mais pour ces personnes, c'est ça le cas que vous amenez, il y a deux cas de figure complètement différents là-dedans. Là. Et qu'une personne refuse à 80 de dire, ben moi, je ne veux pas être investigué, et qu'on estime ça raisonnable ou non, je pense qu'il y a une marge. Et c'est tout à fait normal d'accepter que cette personne-là décide de ne pas avoir telle et telle investigation, mais que de là à lui donner la mort, ça, c'est un autre chapitre. Là. Malheureusement, le temps s'est écoulé. Dr. Ferrier, Dr. Deno, Dr. Primo, merci pour votre présentation. Merci pour partager vos connaissances, votre expertise avec nous. Collègues, la Commission suspend ses travaux jusqu'à 19h30 ce soir. Oui, on est dans la salle. Collègues.